Volodymyr Zelensky vient d'imposer de lourdes sanctions à l'encontre de plusieurs oligarques ukrainiens pour avoir nui aux intérêts nationaux de l'Ukraine ou encore pour des actes de haute trahison. Et parmi les personnes concernées, on trouve Petro Poroshenko, l'ancien président, qui espérait bien repartir en campagne électorale dès que la perspective d'élection se préciserait. Et en effet, cette perspective d'élection, elle se précise. Alors parlons-en. Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on parle de ce serpent de mer depuis 2024, cette question des élections en Ukraine. Pourquoi les Américains et les Russes insistent lourdement sur l'organisation d'élections? Quels en sont les enjeux, quels en sont les défis et quels en sont les risques? Donc hier, 13 février, Petro Poroshenko a publié une vidéo où il s'est plaint d'une décision anticonstitutionnelle et politisée, après qu'il a appris que le secrétariat national de défense et de sécurité, présidé par Volodymyr Zelensky, a imposé ses sanctions contre sa personne. Ce qu'on lui reproche en l'occurrence, c'est d'avoir rendu l'Ukraine dépendante de l'énergie russe et des républiques fantoches de Donetsk et de Lugansk contrôlées par la Russie. Et donc ça nous renvoie aux premières heures de la guerre en 2014-2015. Les sanctions, elles sont assez lourdes puisqu'elles portent sur des gels d'actifs, sur l'interdiction de procéder à des transactions commerciales, économiques ou financières, ou encore un blocage sur le retrait d'un capital. Et ce sont des sanctions qui s'étendent aussi aux entreprises possédées par les personnes sanctionnées. En plus de Petro Poroshenko, on trouve d'autres oligarques qui ont été très influents en Ukraine ces dernières décennies. Donc Igor Kolomoïski, qui est en prison depuis septembre 2023, Viktor Medvedchuk, un ami très proche de Vladimir Poutine, ou encore Konstantin Zhevago, un oligarque du fer qui lui est en exil en France, entre Paris et Courchevel. Et il y a quelque chose de spécifique avec Petro Poroshenko puisque c'est un ancien président, donc de 2014 à 2019, et c'est aussi le leader d'un des principaux partis d'opposition d'Ukraine. Et d'ailleurs, son groupe parlementaire a réagi hier en bloquant les travaux dans l'hémicycle. Et ça, entre autres signaux, eh bien, ça peut signifier la fin de l'union nationale qui a prévalu depuis 2022. Alors, est-ce que ces sanctions, elles sont le signe d'une persécution politique? À la fois non et oui. Non, parce que Petro Poroshenko était de toutes les manières visé par une vingtaine d'affaires depuis 2019, depuis qu'il a perdu les élections. Et en tant qu'oligarque, il a effectivement des choses à se reprocher, donc il était à peu près sûr que quelque chose allait lui tomber sur le coin du nez à un moment donné. Et je vous invite ici à consulter mon dernier livre sur la République oligarchique ukrainienne. Le lien est dans la description de cette vidéo et évidemment, je suis disponible dans les commentaires pour toute question que vous pouvez avoir sur le système oligarchique ukrainien. Donc il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que l'imposition de ces sanctions n'est pas forcément excessive, mais oui, elles sont quand même politiques et politisées, puisque toutes les affaires à l'encontre de Petro Poroshenko, elles avaient été gelées en 2022 à la suite de l'invasion généralisée de l'Ukraine par la Russie. Et si elles sont réactivées aujourd'hui, c'est évidemment une décision politique qui vise un opposant en vue de l'organisation d'élections. Soit dit en passant, c'est une manœuvre très dangereuse de la part de Volodymyr Zelensky, puisque s'il renoue avec cette pratique de justice politisée qui a marqué l'Ukraine depuis son indépendance, eh bien ça pourrait aussi se retourner contre lui quand, à un moment donné, il perdra le pouvoir. Bon, pour l'instant, à la suite de l'annonce de ces sanctions, le bureau du procureur général a ouvert de nouvelles poursuites contre Petro Poroshenko et les autres oligarques concernés, mais tout cela m'amène surtout à cette question des élections. Donc vous savez évidemment que le mandat de Volodymyr Zelensky aurait dû se terminer fin mai 2024 et celui du Parlement en juillet. Mais depuis 2022, ces élections, elles sont tout simplement interdites par la loi martiale, qui vient d'ailleurs d'être prolongée jusqu'au 9 mai. Alors, sur cette question des élections, je vais parler des pressions extérieures pour organiser un scrutin. Je vais aussi parler des défis techniques et organisationnels qui sont considérables. Et je vais finir sur le fait que, de toutes les manières, ces élections, elles sont nécessaires et tout le monde s'y prépare déjà en Ukraine. Donc, ces derniers temps, on a assisté à beaucoup d'appels pour organiser des élections. Et ces appels, ils ne viennent pas d'Ukraine puisque l'ensemble des partis, y compris celui d'opposition mené par Petro Poroshenko que je viens tout juste de mentionner, eh bien, ils s'accordent sur le fait que ces élections ne sont pas possibles dans le cadre de la loi martiale et qu'elles seraient de toutes les manières très difficiles à organiser. Ces appels, ils ne viennent pas non plus des pays européens, mais ils viennent des États-Unis et de la Russie. Puisque l'administration Trump a été très claire sur le sujet et l'envoyé spécial de la Maison-Blanche pour l'Ukraine et la Russie, Keith Kellogg, a d'ailleurs martelé que c'était un signe de bonne santé d'une démocratie et qu'il fallait le faire.
Tandis que de son côté, Vladimir Poutine a insisté sur le fait que Volodymyr Zelensky, il peut participer à des négociations, mais il n'est plus légitime en tant que président pour signer un quelconque accord. Là, j'ouvre une parenthèse, cette question de la légitimité, c'est un trompe-l'œil utilisé par la Russie pour mettre la pression sur l'Ukraine, et ce depuis 2014. Puisque à chaque élection ukrainienne, Moscou parle de la révolution 2014, qu'il dénonce faussement comme un coup d'État, ou alors il parle des droits des Ukrainiens du Donbass qui n'ont pas été respectés puisqu'ils n'ont pas pu prendre part à cette élection, alors que c'est la Russie elle-même qui a entretenu la division du pays depuis 2014. Et cette question de la légitimité, et en l'occurrence cette question de la légitimité de Volodymyr Zelensky, c'est juste une énième itération d'un discours de propagande qui s'adapte aux circonstances. Mais en tout cas, visiblement, ça a percolé au sein de l'administration Trump, même si, comme vous avez pu le constater, ce n'est pas le seul argument de la propagande russe qui a été adopté en bloc par l'administration de Donald Trump. Mais cela étant dit, je comprends aussi les Américains. En fait, ils veulent qu'un accord de cessez-le-feu ou un accord de paix, dans lequel Donald Trump investirait son capital politique, eh bien, il ne soit pas remis en cause. Et donc, je comprends assez bien pourquoi est-ce qu'ils insistent sur cette question. Même si, de facto, c'est vraiment regarder la situation avec des œillères, puisque en l'état des choses, les défis de l'organisation d'une élection sont colossaux, et ils font que de toutes les manières, un prochain scrutin, eh bien, il sera contestable et probablement contesté. Puisque pour organiser des élections, donc au-delà de l'obstacle juridique de la loi martiale, il faut déjà consolider le corps électoral. Et on le sait, il y a entre 6 et 8 millions d'Ukrainiens à l'étranger. Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il n'y a environ que 400 000 citoyens qui sont inscrits sur les listes consulaires des ambassades d'Ukraine à travers le monde. Donc ça veut dire que ces millions d'Ukrainiens, eh bien, ils ne voteraient pas aux ambassades. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'ils vont tous rentrer en Ukraine pour procéder au vote ? Ça, c'est une grande question. Il y a aussi la problématique des quelques 3 millions de personnes qui sont des déplacés internes en Ukraine et qui donc n'habitent plus dans un endroit où ils sont officiellement enregistrés et qui tout simplement, pour beaucoup d'entre elles, ne peuvent plus retourner à leur domicile puisque ce domicile n'existe plus. Il a été détruit dans les combats. Qu'est-ce qu'on fait des 2-3 millions d'Ukrainiens qui vivent actuellement dans les territoires occupés depuis 2022 ? Il est garanti que la Russie ne les laissera pas participer à un scrutin ukrainien, étant donné qu'elle les considère comme ses citoyens russes vivant sur son territoire russe. Aussi, il y a plus d'1 million d'Ukrainiens qui sont actuellement enrôlés dans l'armée. Comment est-ce qu'on peut les faire voter ? Puisque si on passe par une démobilisation, ne serait-ce que partielle, eh bien ça affaiblira la défense ukrainienne et ça pourrait avoir des conséquences funestes pour le pays. Et donc, en l'état actuel des choses, quoi que l'Ukraine fasse, il y aura des doutes quant à l'intégrité du corps électoral qui seront exploités pour remettre en cause la légitimité du scrutin. Ça, on peut être sûr que la machine de propagande russe, elle saura s'adapter aux circonstances. Et puis aussi, il y a la question comment organiser une élection. Puisque ça coûte cher, ça demande des ressources humaines et il y aura aussi un risque physique sur les personnes qui vont aller se rendre dans des bureaux de vote dans les régions de l'Est et du centre de l'Ukraine, à cause des éventuelles frappes russes. Moi, j'étais un de ceux qui pensaient que l'Ukraine pouvait procéder à un vote majoritairement électronique, parce que le pays a beaucoup numérisé ses services publics, et c'est quelque chose dont on est assez fier ici en Ukraine. Mais fin 2023, une cyberattaque a visé Kyivstar, qui est un des principaux opérateurs de téléphonie mobile en Ukraine, et pendant 3 jours, 14 millions d'abonnés, dont moi, ont perdu leur ligne téléphonique. En décembre 2024, donc il y a quelques mois, une autre cyberattaque a visé les registres d'État et ça a paralysé plusieurs des services publics qui avaient été numérisés. Donc comme beaucoup de gens, j'ai dû revenir sur ma conviction et il est clair qu'une élection ne pourrait pas être suffisamment sécurisée face au risque de cyberattaques. Et tout ça, évidemment, c'est sans compter sur l'ingérence russe et probablement chinoise dans le cours de la campagne électorale, comme on l'a vu récemment en Moldavie et en Roumanie. C'est donc extrêmement complexe et ça va bien au-delà de cet obstacle juridique de la loi martiale. Mais tout cela étant dit, moi je suis persuadé que ces élections, elles se tiendront en 2025. Pas dans le cadre de la loi martiale, mais dès sa levée, dès l'instauration d'un accord de cessez-le-feu qui serait plus ou moins solide. Pourquoi est-ce que j'en suis convaincu ? C'est que d'abord, si les Américains sont ceux qui négocient cet accord de cessez-le-feu, eh bien ils insisteront très lourdement pour que ça se fasse. Mais aussi et surtout parce que on le sent ici en Ukraine. Bien sûr, ça créera des tensions dans la société et ça polarisera les différents camps politiques, mais le fait est que Volodymyr Zelensky et son équipe,
Ils ont centralisé beaucoup de pouvoir depuis 2022. Et là, évidemment, je parle de la verticale du pouvoir autour du chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. Ça, j'en avais beaucoup parlé lors du remaniement ministériel de l'automne dernier. Et une telle concentration de pouvoir dans une Ukraine qui a une très forte tradition de pluralité et de contrôle du pouvoir politique, eh bien, ça passe de moins en moins. A fortiori parce que cette équipe au pouvoir, elle n'obtient pas énormément de résultats satisfaisants, que ce soit sur le front militaire ou économique. Et donc, on sent monter ce désir d'élection et potentiellement d'alternance politique. Et ça, on le voit dans les milieux politiques, mais aussi économiques, dans la société civile ou parmi certains médias qui subissent des pressions du pouvoir politique, et on le voit aussi dans les relations entre le pouvoir central et les régions. Ce que je décris là, ce n'est pas du tout un État autoritaire ou une dictature, mais ce sont les réalités d'un État placé sous la loi martiale depuis 3 ans et qui fait face à une guerre existentielle. Et la perspective d'une élection, ça ne veut pas du tout dire que Volodymyr Zelensky pourrait perdre un second mandat. Il a en effet toutes ses chances de se faire réélire, mais ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens se saisiront de la première occasion qu'ils auront pour s'exprimer. Et cette petite musique qui monte en Ukraine, elle est évidemment entretenue par les partis politiques qui se mettent en ordre de bataille. Ces dernières semaines, on a vu réapparaître des figures politiques qu'on n'avait plus vues depuis 2022. Évidemment, les sanctions contre Petro Poroshenko, elles s'inscrivent dans cette préparation d'élection, tout comme les bisbilles auxquelles on assiste entre le pouvoir central et le maire de Kiev, l'ancien boxeur Vitaly Klitschko. Donc tout le monde se prépare, et la politique en général se prépare à faire son grand retour dans un pays qui a une très forte tradition politique et électorale, mais aussi une culture du débat et de la controverse. Et si on vous dit un jour que l'Ukraine ce n'est qu'une petite Russie, eh bien pensez bien à ça, puisque les deux sociétés, ukrainiennes et russes, elles évoluent depuis une trentaine d'années dans des directions de plus en plus différentes. Donc moi, je n'imagine pas que des élections puissent se dérouler dans le cadre de la loi martiale. C'est trop dangereux, trop compliqué et de toutes les manières trop risqué pour l'Union nationale et pour l'effort de guerre. Par contre, je vois très bien un Donald Trump arriver avec un accord de cessez-le-feu qui entraîne la levée de la loi martiale, que des élections soient organisées dans les 3 à 6 mois après cela, et que l'accord de cessez-le-feu prévoit l'amorce d'un processus politique qui sera pris en charge par les dirigeants issus des élections. Et si ça se fait comme ça ressemblera beaucoup à un Minsk 3. Évidemment, les Ukrainiens et les Européens le rejettent en l'état, mais ça n'a pas l'air de déranger trop Donald Trump, donc c'est une possibilité à ne pas écarter. Mais en tout cas, quel que soit le scénario, il faut retenir que organiser des élections, ça sera très difficile et très controversé, mais qu'à un moment donné, ça va se faire puisque c'est nécessaire à la fois vu de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur de l'Ukraine. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je file et je vous retrouve très vite.